Et on n'en est pas encore à un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Non, pour l'heure, c'est plutôt l'accord de Boris Johnson avec Bruxelles, mais c'est déjà beaucoup. 3 ans après le référendum remporté par les partisans du Brexit, 3 mois après la prise de pouvoir à Downing Street de leur leader, Boris Johnson, donc sur la promesse de mettre enfin en œuvre la sortie. Cette fois, ça y est, on connaît enfin les contours que pourrait prendre la relation future entre Londres et les 27. Reste maintenant à convaincre, et ça n'est pas une mince affaire, les députés britanniques. Ce sera samedi lors d'un vote aux communes. Alors concrètement, qu'est-ce qui change avec le deal, comme on dit, qui a été négocié aujourd'hui? Les explications, les éléments de réponse de Florent Rodeau avec Simon Harding. Il est, dans les grandes lignes, identique à l'accord négocié pendant 2 ans par Theresa May avec Bruxelles. Le nouvel accord sur le Brexit obtenu par Boris Johnson n'est pas une révolution. Il change néanmoins quelques points clés, en particulier sur la question irlandaise. Tout d'abord, fini le backstop. Source de tension en Irlande, comme chez sa voisine du Nord, le retour d'une frontière dure entre les deux pays ne devrait pas avoir lieu. Une hypothèse qui ravive sur place le spectre des blessures du passé, les troubles, 30 ans de violents affrontements entre catholiques et protestants, auxquels les accords du Vendredi Saint ont mis un terme en 1998. Deuxième point, l'Irlande du Nord devrait rester finalement alignée sur les règles du marché unique européen, même si le pays garde sa place au sein de l'union douanière britannique et sera donc intégré à toute décision de Londres concernant un futur accord commercial post-Brexit avec Bruxelles. Dans le nouvel accord annoncé ce jeudi, l'Irlande du Nord doit également rester une porte d'entrée dans l'Union européenne pour les produits britanniques, aucun droit de douane supplémentaire ne devant être appliqué, sauf conditions particulières. Enfin, il est prévu que l'Assemblée nord-irlandaise se prononce tous les 4 ans sur sa volonté ou non de conserver les règles du marché européen. Alors est-ce enfin le bye-bye London, comme disent les Britanniques, ou bien le début d'après difficiles négociations? On en débat avec à mes côtés Christopher Chantry, vice-président du British Community Committee of France, en anglais dans le texte. Vous êtes également membre du Parti conservateur. Merci d'être avec nous. Également avec nous Alexis Poulain, cofondateur du site d'information en ligne Le Monde Moderne. Bonsoir. Quentin Peel est avec nous en direct de Londres, chercheur associé au programme Europe de Chatham House. Et puis, à Bruxelles, bonsoir. Caroline de Camaret suit pour nous ce Conseil européen. Caroline, c'est la condition maintenant, bien sûr, la première de cette course d'obstacles qui doit encore être réussie maintenant par les promoteurs de cet accord. C'est d'abord, bien sûr, la ratification par les 27. Ça semble être une formalité. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que on est tous allés dîner ensemble, 27 plus 1, Boris Johnson donc. Et du côté européen, alors le président du Parlement européen, David Sassoli, il a redit si par hasard, plus exactement, si en effet le 19, c'est-à-dire samedi, l'accord était ratifié du côté du Parlement de Westminster, alors il faudrait un nouvel accord politique des chefs d'État, mais qui peut se régler vite par téléphone. Et puis il serait ratifié probablement au Parlement européen la semaine même, et même le mercredi même, me disait ce chef, cette délégation du Parlement européen. Donc ça, du côté européen, quand on est d'accord, on est vraiment d'accord tous ensemble. D'ailleurs, le Premier ministre irlandais a remercié, lui qui vient d'un petit pays, ses partenaires européens d'avoir fait à ce point front commun et tenu compte véritablement de ses aspirations, de ses inquiétudes quant au retour de troubles possibles en Irlande du Nord, si jamais une vraie barrière physique était restaurée en cas d'accord de sortie sans accord, plus exactement. Donc aujourd'hui, eh bien, du côté des Européens, la voie est plutôt libre, le ton est plutôt optimiste. Là où ça coince vraiment, c'est, on l'a compris, du côté de Westminster et de la possibilité de ralliement politique autour de Boris Johnson et de son deal, qui semble très compromise si l'on écoute les échos de l'autre côté de la Manche. Christopher Chantry du Parti conservateur, on a mis fin au backstop qui aurait maintenu l'ensemble du Royaume-Uni dans une union douanière avec les 27, et ce, afin d'éviter justement le rétablissement de la frontière, au profit du fait que les règles européennes finalement continueront de s'appliquer, mais exclusivement sur le territoire de l'Irlande du Nord et pendant une période délimitée. En quoi est-ce préférable finalement, notamment pour les unionistes protestants ?
c'est pas préférable pour les unionistes protestants, hein, pour le DUP, oui. C'est pas préférable, mais c'est un aspect de l'accord de Mme May, mais c'est le DUP, Arlene Foster, leader du DUP, qui a torpillé l'accord il y a un an, en novembre dernier, hein, je crois que c'était. Oui, pourquoi ne torpillerait-elle pas à son tour cet accord-là qui maintient l'Irlande du Nord dans une situation assez comparable finalement? Ils sont toujours dans le même esprit, hein, ils ne veulent pas voter pour cet accord, ils estiment qu'ils ont été trahis par le gouvernement Johnson. Mais comme on vient de l'entendre, il y a le problème des voix au Parlement. M. Johnson, il est déjà très minoritaire, alors sans les 10 voix du DUP, c'est encore pire. Oui. D'autant, hein, Quentin Peel, que par rapport à Theresa May, Boris Johnson, il a sévi, il a exclu une vingtaine de députés conservateurs des rangs du parti. Est-ce qu'il n'aura pas finalement une majorité encore plus faible, et donc une minorité, pardonnez-moi, en l'occurrence encore plus faible, que celle qu'a pu obtenir péniblement Theresa May lors des 3 votes précédents? Alors je crois que du côté de Johnson, il sait qu'il y a une fatigue, vraiment que tout le monde veut arriver à une solution. Mais le problème avec cet accord, c'est d'un côté, il a perdu justement les unionistes de l'Irlande du Nord, parce que c'est plus dur que l'accord de Theresa May. Il y a une frontière claire, une frontière de régulation et de tarifs entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Ça, c'est très difficile pour les unionistes en Irlande du Nord d'accepter. Et de l'autre côté, il y a une chose qui vraiment persuade le parti travailliste, l'opposition, que c'est pire que l'accord de Theresa May, et c'est-à-dire cette question de concurrence déloyale. C'est-à-dire, Boris Johnson a annulé toute mention dans l'accord qu'il fallait garder à peu près les mêmes régulations pour le travail, pour les affaires sociales, pour l'environnement. Et ça, c'est difficile pour le Parti travailliste. Alors, des deux côtés, peut-être qu'il va perdre des voix, mais au centre, il espère quand même trouver une majorité. Alexis Poulain, c'est extrêmement compliqué cet accord parce qu'en fait, il va falloir faire le tri dans le marché des marchandises d'Irlande du Nord entre celles qui se destinent au marché européen sur lesquelles s'appliqueront les droits de douane communs aux 27 et puis celles qui resteront dans l'espace britannique auxquelles on appliquera des tarifs différents. Oui, je ne sais pas comment ça va être fait. Qui plus est, par les autorités britanniques. Alors on leur fait confiance, il ne risque pas d'y avoir justement un contournement des règles? J'imagine que rien que mettre en place ces règles-là, je ne sais pas s'ils sont équipés pour le faire. Donc évidemment qu'il y aura sans doute beaucoup de laisser aller ou de faire on va faire comme business as usual en réalité. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que c'est une étrange mascarade. C'est-à-dire que cet accord est le même que celui pour lequel se bat Theresa May depuis 2 ans, pour lequel elle a perdu le pouvoir. Sauf qu'il n'inclut pas l'ensemble du Royaume-Uni. La Grande-Bretagne, a priori, ne serait pas maintenue dans l'union douanière. La chose qui fait la différence, mais au-delà de ça, même ce principe-là, Boris Johnson a tout fait pour couler les accords précédents, et finalement on revient à un accord quasiment similaire. Et il est très conscient de ça. C'est-à-dire que c'est un jeu politique qu'il fait avec Bruxelles, sachant très bien que samedi, c'est la vraie journée importante pour son Brexit à lui. Il joue sur les délais, en fait? Absolument, sur les délais et sur une stratégie politique. En disant, regardez, là, on est d'accord, les partenaires européens sont tous d'accord, ils ont signé, ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir jouer moi contre eux. C'est-à-dire, moi, Boris Johnson, Premier ministre britannique, vous n'êtes pas d'accord, vous les députés, prenez vos responsabilités. Et là, on convoque une élection. Et là, il aura une majorité. Et là, il pourra faire son accord. Donc, vraiment, je vois là plutôt une manœuvre politique plutôt qu'un accord mis sur les rails. On en est loin. Caroline de Camaret, que se passerait-il si samedi, effectivement, les députés britanniques rejetaient, comme ça semble être pour l'heure, l'hypothèse la plus vraisemblable, l'accord de Boris Johnson? Le Premier ministre britannique serait-il contraint derrière de réclamer une extension du délai? Les Européens sont-ils obligés de la lui accorder? Et sinon, que se passera-t-il alors?
Alors, vous avez compris déjà qu'aujourd'hui, le mot d'extension du délai a été rigoureusement évité par les Européens. À ce stade, on ne parle pas d'extension puisqu'il y a un deal sur la table. En revanche, samedi, en effet, vous l'avez très bien dit, il y a une loi anti-no deal qui a été passée il y a quelques semaines par les députés britanniques pour dire attention, arrivé ce samedi 19, eh bien, les règles changent. Il est au contraint, Boris Johnson, d'envoyer la lettre qui a d'ores et déjà été rédigée par les députés de Westminster, d'une lettre de demande d'une extension pour trouver un deal ou un nouveau deal si jamais celui-là était rejeté. Et ça, Boris Johnson ne souhaite pas le faire. Il peut éventuellement ne pas le faire, mais il se mettrait alors hors la loi. C'est pour ça que les Européens se demandent véritablement si c'est opportun aujourd'hui de soutenir ce Boris Johnson pour demain qu'il se mette éventuellement hors la loi, ou alors il demanderait cette extension. Et là, les Européens vont se poser une sérieuse question entre eux, à savoir, mais pourquoi faire? On en a déjà accordé un certain nombre à Theresa May qui n'ont servi à rien. Et si ça doit servir à rien, si on n'est pas sûr d'organisation, notamment d'élections au Royaume-Uni, eh bien, est-ce que finalement on ne se met pas sans cesse en porte-à-faux en accordant des extensions inutiles en quelque sorte, même si les Européens, et ça je le réaffirme, ne prendront jamais la responsabilité d'une sortie sans accord au 31 octobre. Jamais. Donc ce qu'ils veulent éviter à tout prix, c'est que l'on leur renvoie l'image de ceux qui ont déclenché cette sortie sans accord, puisqu'ils veulent véritablement dire et redire à quel point ils ont tout fait pour qu'un accord soit possible et qu'un divorce à l'amiable, c'est toujours mieux qu'un divorce désordonné et très chaotique et même très douloureux pour tout le monde, pour eux compris bien sûr. Alors on va écouter ce que disait aujourd'hui le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, interrogé à propos de l'éventualité d'accorder un nouveau délai à Londres en cas de rejet par le Parlement britannique de l'accord qui vient d'être négocié. Écoutez-le. J'ai été très clair à ce sujet, il n'y aura aucun report de la date. Lorsqu'on a un accord, on a un accord, il n'y a donc aucune raison de reporter le Brexit. C'est mon opinion, nous avons un accord, pourquoi devrions-nous parler de report? Mais si le Parlement britannique vote contre? Je ne suis pas responsable de Westminster. Christopher Chantrey, Jean-Claude Juncker rend service d'une certaine manière à Boris Johnson en disant cela. Il fait pression sur les parlements britanniques qui veulent le Brexit en leur disant si vous n'acceptez pas l'accord, il n'y aura pas de délai supplémentaire, il n'y aura peut-être pas de Brexit du tout. En quelque sorte, vous avez raison, il a l'air de jouer le jeu de M. Johnson. Je ne sais pas si Boris Johnson lui a demandé de dire ça, mais en tout cas, samedi, c'est le jour clé. On va savoir à la fin de la session parlementaire de samedi si Boris Johnson sera obligé de demander l'extension. Donc, jusque-là, on ne peut pas en parler de l'extension. Ils peuvent ne pas en parler au Conseil européen demain, mais si les choses se développent comme cela au Parlement britannique samedi, il sera bien question de ça la semaine prochaine. Vous qui connaissez bien les conservateurs, puisque vous êtes vous-même membre du parti, vous pensez que cet argument il peut jouer sur la frange des hard Brexiters, comme on dit ? Oui, l'argument peut jouer. Il a répété maintes et maintes fois que c'est le 31 octobre. Donc, il a répété qu'il ne veut pas, absolument pas, d'extension. Mais ce qui vient troubler l'affaire, c'est la loi dont on vient de faire mention, qui l'empêche de partir sans solliciter un report en cas de non-accord. Qui l'oblige à... Et même les termes de la lettre qu'il doit envoyer sont contenus dans la loi. Donc c'est une mesure très très précise. Et il est obligé de suivre. Il ne peut pas se mettre hors la loi. Quentin Peel, en cas de rejet samedi par les députés de cet accord, ça veut dire quoi? Pas de sortie au 31 octobre, d'après vous? Oui, je crois bien. Vraiment, Boris Johnson ne peut pas échapper à cette loi. Il doit demander un délai, mais il ne veut absolument pas le faire. Mais s'il n'a pas de majorité, même à cause des unionistes d'un côté, de l'opposition de l'autre côté, il doit y en avoir une élection. Au moins une élection ou peut-être un deuxième référendum.
On ne sait pas encore. Mais pour ça, c'est un délai qui sert à quelque chose. Si on a une élection et M. Johnson gagne sa majorité, il n'y a pas de problème. Mais on peut y arriver qu'on a toujours un Parlement sans majorité claire, et ça, c'est le problème. Mais c'est intéressant aujourd'hui, cette intervention de M. Juncker, en disant pourquoi un délai, pourquoi une extension, a été critiquée non seulement par l'opposition, en disant c'est contre le Parlement, mais aussi de M. Farage du parti Brexit, qui a très critiqué M. Juncker. Il a dit, mais c'est pour les 27 à décider et pas pour le président de la Commission. Oui, Alexis Poulain, quel est l'intérêt des Européens aujourd'hui? Est-ce qu'ils doivent jouer le jeu de Boris Johnson? Est-ce qu'ils doivent donner aux députés britanniques un sentiment d'urgence? Ou est-ce qu'au contraire, il faut ouvrir la porte à ce qui serait quand même dans l'intérêt peut-être des 27 en cas de rejet de l'accord, c'est-à-dire permettre de nouvelles négociations et non pas une sortie désordonnée qui nuirait à tous? Encore une fois, c'est le jeu de dupes qu'on a vu aujourd'hui. Les Européens... Mais là, les citoyens européens comprennent plus rien. Hein. Mais évidemment, mais parce que c'est une partie de poker menteur. Vous avez là les partenaires européens qui doivent faire un front commun, qui doivent montrer la fermeté en disant cette fois-ci, c'est la dernière, c'est la bonne. Regardez, toute la mise en scène d'aujourd'hui, c'est pour dire ça y est, on a enfin trouvé un accord. Cette fois-ci, vous ne pouvez vraiment pas le refuser. D'ailleurs, refuser est hors de propos avec cette lettre, avec tout ce principe qu'on a mis en place. C'est pas faute d'avoir essayé. Il y a presque les adieux de Michel Barnier comme négociateur en chef, quoi, pour dire on a clos les négociations. Un discours d'adieu. Il remercie ses partenaires, il remercie ses collaborateurs, il est très content d'avoir fait ça. On sent que voilà, c'est une page qui tourne, point final, jusqu'à samedi. Et là, samedi, on va avoir effectivement... Le problème de la sortie sans accord, elle n'existe pas. Elle existe dans la loi britannique maintenant. Oui, mais comment ça se passe techniquement pour ne serait-ce que la pêche, les avions, les transports, le tunnel, tout ce que vous avez de lien entre le continent et l'île, ça ne se change pas en 24 heures. C'est-à-dire qu'on doit préparer. Alors, soi-disant, les pays frontaliers ont des plans de contingence. La France en fait partie. On a travaillé avec les chambres de commerce régionales et voir comment on pouvait s'organiser si jamais il devait y avoir quelque chose de grave. Mais de toute façon, il faudra avoir des textes d'accord à terme. Le problème, c'est que ce Brexit est décidé par référendum, mais on ne vote pas sur un texte, en fait, d'accord international entre la Grande-Bretagne et l'Europe. On vote sur une idée. Or, un texte d'accords commerciaux international, ça prend des années, des dizaines d'années à mettre en place. Donc, il serait complètement illusoire de croire qu'on peut sortir sans accord et en même temps de croire qu'on peut faire des accords en 2 ans. C'est pas une décision électorale, hein, ce sont des négociations techniques. Et c'est long, et c'est très long. On va en reparler dans un instant. Restez avec nous, c'est la fin de la première partie de ce débat. Retour au débat de France 24. Londres et Bruxelles sont donc parvenus à un accord aujourd'hui en vue d'un Brexit, un divorce à l'amiable cette fois, mais rien n'est joué. Le Conseil européen doit l'approuver, ça c'est une formalité. Puis ce sera au tour des députés britanniques qui doivent voter samedi. Et là, ça s'annonce beaucoup plus compliqué. Pour l'heure, Boris Johnson ne semble pas avoir de majorité aux communes. Plusieurs leaders politiques sur place ont déjà annoncé qu'ils rejetteraient le texte. Une ambiance qui contraste très nettement avec les satisfecit aujourd'hui décernés par plusieurs chefs d'État aux négociateurs à Bruxelles. On fait le tour des réactions avec Johanna Citruc. À son arrivée à Bruxelles, le Premier ministre irlandais a du mal à cacher son sourire. Devant les journalistes, il se réjouit de l'accord de Brexit qui a été conclu ce jeudi entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. C'est une solution unique pour l'Irlande du Nord, qui reconnaît son histoire et sa géographie particulière. Elle permettra de ne pas revenir à une frontière dure avec le Sud et à l'économie de toute l'île de continuer de se développer. Côté européen, le texte est largement salué, même si certains, comme le président français, appellent à ne pas crier victoire trop vite. La satisfaction qui est la nôtre s'accompagne d'une légitime prudence, parce que, instruits par l'histoire, nous savons aussi que les parlements peuvent finalement ne pas se retrouver dans l'accord. En effet, côté britannique, le vote est encore très incertain. Si le Premier ministre Boris Johnson appelle les députés à soutenir ce texte, certains ne sont pas convaincus.
Le plus important est d'avoir de bonnes relations avec l'Europe, parce qu'elle représente la moitié de nos échanges. Et en particulier dans le nord de l'Angleterre, beaucoup d'usines en dépendent. Donc, dans sa version actuelle, nous ne pourrons pas soutenir cet accord. Même réaction pour les unionistes nord-irlandais. Sur Twitter, le chef de file du parti a réitéré son refus de voter pour cet accord. Le parti unioniste démocrate ne sera pas en mesure de soutenir ces propositions au Parlement. Nous pensons que ces mesures ne seraient pas dans l'intérêt de l'Irlande du Nord à long terme. Seule voix de l'Irlande du Nord à la Chambre des communes, ce parti est pourtant très influent. Ils ne sont que 10 députés. Mais en 2018, pour avoir la majorité, les conservateurs ont formé une alliance avec eux. Les unionistes sont également très proches du parti eurosceptique ERG qui dispose, lui, d'une trentaine de sièges au Parlement. Et avec nous, en duplex de Londres, Quentin Peel, chercheur associé au programme Europe de Chatham House. Quentin Peel, prochaine étape, d'après vous, en cas d'échec, bien sûr, de rejet, samedi par les députés, Boris Johnson demande-t-il un report au 27? Boris Johnson tente-t-il le passage en force et la sortie le 31 octobre du Royaume-Uni de l'Union européenne? Ou bien Boris Johnson provoque-t-il de nouvelles élections générales au Royaume-Uni? C'est des questions très difficiles à répondre parce que vraiment, on ne sait pas encore. Jusqu'à maintenant, Boris Johnson a dit maintes fois qu'il n'allait jamais demander une extension. Mais la loi, maintenant, demande qu'il le fait, qu'il envoie une lettre à M. Tusk pour demander une extension. Et on va voir ce qu'il va faire. Il y aura à Londres, samedi, pas seulement ce débat et cette décision dans le Parlement, aussi une grande manifestation dans les rues de Londres contre le Brexit pour demander un deuxième référendum. C'est peut-être possible que le Parti travailliste va demander pour son accord, pour cette solution, un deuxième référendum. Mais ça va faire un délai très long parce que ça va prendre au moins, en disant, 5 mois pour un autre référendum. Autrement, Boris Johnson pourrait essayer de ou bien démissionner ou bien insister qu'il y aura une élection, probablement au mois de décembre. Ça pourrait être plus vite et là, on va voir s'il y aura une vraie majorité, mais maintenant, il n'a pas de majorité. Oui, le risque, effectivement, Alexis Poulain, c'est que voilà, il n'y ait toujours pas de majorité. Finalement, on en est, d'après vous, toujours au même point ce soir ou pas? Oui, on en est au même point, mais au-delà de la politique politicienne et des jeux de parti qu'il peut y avoir de majorité, ce qui est terrible avec cette histoire du Brexit, c'est la façon dont le débat s'est envenimé en Grande-Bretagne. Vous avez 2 pays, en fait, qui sont irréconciliables. Entre les Remainers, ceux qui veulent rester de toute façon en Europe, qui ne veulent pas d'un Brexit, et puis ceux qui veulent le Brexit, mais qui, même au sein de ce camp-là, ne sont pas d'accord sur la façon dont on va faire ce Brexit. Et ces deux Angleterres, puisque c'est aux termes britanniques, sont devenus 2 pays différents d'une certaine façon, où on ne se comprend pas, on ne veut pas se comprendre. La violence, vous avez déjà eu une parlementaire qui a été tuée lors de la campagne de 2016, Jo Cox, qui a perdu la vie, mais là encore, même Scotland Yard a été obligé de mettre des mesures de sécurité pour les parlementaires qui recevaient des menaces de mort. Le débat est totalement hors de contrôle, et j'ai peur que, quel que soit de toute façon le choix, la réconciliation va être extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Christopher Chantry, vous pensez, vous aussi, qu'on n'arrivera pas à une solution qui satisfasse le plus grand nombre d'ici au 31 octobre? Une solution unique à cause de cette scission dans la société, bien sûr, ne va pas convenir à tout le monde. Non, pas à tout le monde, mais peut-être à une majorité. Le problème, c'est que la majorité... Vous savez, l'erreur qu'on a faite en 2016, c'était d'organiser un référendum, qui n'était pas sur un projet ficelé, et 2, sans condition de majorité aux 2 tiers, par exemple. Quand on fait un changement d'ordre constitutionnel, la plupart des pays membres de l'Union européenne instaurent un seuil élevé. Majorité qualifiée. Voilà, qualifiée.
Et donc, comme on a accepté le principe d'une majorité absolue, enfin, 50% plus une personne, plus une voix, ça n'a absolument pas calmé les esprits et ça a créé ces deux camps qui s'opposent presque, parfois violemment. Complètement. Et d'autant plus que la campagne aussi, il y a des soupçons de malversation compte tenu de l'affaire de Cambridge Analytica, enfin la façon dont les votes ont été manipulés, comme ça a été le cas pour l'élection de Trump, par les réseaux sociaux, par Cambridge Analytica, où aujourd'hui, on pose des questions sur la façon dont la campagne était faite, et par le mensonge également, parce que, rappelez-vous, lors de la campagne, Boris Johnson promettait que l'argent reviendrait à la NHS, etc. Enfin, c'était beaucoup de mensonges, finalement, pour gagner le Brexit, et aujourd'hui, personne n'a fait face à la justice par rapport à cette campagne qui a été entachée de malversation. Oui, samedi, je voulais dire, samedi, on va avoir donc le Parlement. Alors Vous pensez que ça va convaincre quand même un certain nombre de députés? Ça va être rude. Vous pensez qu'il y a des députés qui aujourd'hui disent je ne voterai pas, qui d'ici samedi vont réfléchir et finalement voter parce que la peur du vide et de l'inconnu? On verra ce qu'on verra samedi. On ne peut pas prédire. Mais en dehors du Parlement, pas loin, à quelques kilomètres de là, il va y avoir une manifestation populaire énorme, une marche énorme. Oui, c'est ce que disait effectivement plus d'1 million de personnes pour un deuxième référendum. Donc, si ça c'est significatif de quelque chose, c'est la demande croissante. Il y a encore le temps, on sera à 12 ou 13 jours du Brexit, il y a encore le temps pour pas organiser un référendum évidemment, mais pour tout suspendre. Il faudrait et suspendre l'article 50. La révocation de l'article 50 reste reste une possibilité. L'article 50, c'est la demande de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On reprend la notification, on annule la notification, mais politiquement, ce serait très dangereux pour un Premier ministre qui a pris les positions qu'a pris Boris Johnson. Caroline de Camaret, on fait confiance. Quelle est l'atmosphère aujourd'hui à Bruxelles au sein de ces 28 chefs d'État et de gouvernement? Fait-on confiance à Boris Johnson pour appliquer de bonne foi, s'il obtient la majorité de son Parlement, l'accord qui a été négocié aujourd'hui? Alors pour être tout à fait honnête avec vous, on verrait bien Boris Johnson à son dernier sommet européen ici. Il n'a pas quand même des grands admirateurs. Il a beaucoup secoué les Européens dans tous les sens pour essayer effectivement au finish d'obtenir un deal. On a mis en place un certain nombre de clauses pour que cette structure un peu d'exception d'Irlande du Nord, qui est à la fois dans une union douanière avec le Royaume-Uni, c'est reconnu, mais qui a un alignement réglementaire avec l'Irlande, c'est-à-dire un pays membre de l'Union européenne, donc est presque dans deux unions douanières en même temps, et bien que ça ne devienne pas une zone finalement franche en quelque sorte, d'où transitent les marchandises sans qu'on puisse les contrôler, et puis qu'on n'en profite pas au passage dans la relation future commerciale et dans le fameux traité de libre-échange, parce que les 28 ont pris acte que Boris Johnson ne voulait qu'un traité de libre-échange et surtout pas d'union douanière. Donc dans ce futur traité de libre-échange, et Boris Johnson l'a réaffirmé d'ailleurs aussi de son côté, eh bien, il n'y ait pas de dumping social, environnemental, fiscal à tout craint, et que finalement le Royaume-Uni ne se transforme pas en nouvelle Hong Kong et en une sorte de cheval de Troie pour toutes les initiatives en direction du continent. Vous le voyez, il y a quand même chez les Européens cette conviction qu'un accord, celui-là compris, même si on a un tout petit peu évolué sur celui de Theresa May, est toujours meilleur. D'abord parce qu'il y a 4,5 millions, 4 millions et demi de citoyens européens en Grande-Bretagne ou évidemment britanniques en Europe qui ont besoin de certitude. Et puis il y a aussi évidemment la question du budget de la facture. Si jamais il y avait un Brexit sans accord, eh bien la facture ne serait pas payée. Johnson l'a bien dit. Et là, c'est important pour le futur budget de l'Union européenne où on a besoin de poursuivre un certain nombre de programmes. Tout ça a été rappelé aujourd'hui en direction des Européens. Et vous le voyez, effectivement, les Européens veulent un accord si possible, mais pas à n'importe quel prix. Et puis se résignent aussi à une certaine fatigue du Brexit, qui n'est pas le sujet qu'ils veulent aborder dans les prochaines années. Ils ont d'autres chats à fouetter vraiment importants, ne serait-ce que l'exécutif européen et ses projets qui ne sont toujours pas en route. Merci Caroline de Camaret. Quentin Peel, on est effectivement là, arrivé à un point où les Européens finalement veulent leur chèque et puis ne plus entendre parler du Brexit. Oui, alors je crois que les 27 veulent absolument un accord, parce que sans accord,
bien sûr, il n'y a pas de finances, il n'y a pas de budget des Britanniques, mais aussi c'est très, très dangereux en Irlande, pour la paix en Irlande et pour l'économie. Et tout le monde sait qu'on va tout perdre si on n'a pas d'accord. Alors, vraiment, on voit pourquoi on veut cet accord. Mais le problème, c'est que l'accord qu'on a négocié, c'est un accord très dur, pas un accord très près de l'Union européenne, plutôt éloigné. Et justement, cette question de concurrence déloyale qui est très dangereuse en même temps pour les Européens, mais aussi pour le Parti travailliste, le parti de gauche en Angleterre, qui disent nous n'avons pas confiance en Boris Johnson. Nous croyons que exactement ce qu'il veut, c'est la dérégulation, le Hong Kong sur la Tamise. Et vraiment, c'est dangereux pour nous tous. Et c'est à cause de ça que cet accord, cette solution d'aujourd'hui, n'a peut-être pas de majorité au Parlement. Ah oui, c'est effectivement, tout dépendra de ce que le Royaume-Uni veut faire de son futur modèle. C'est ça le risque, vous pensez, Alexis Poulain? Il l'avait évoqué, et Theresa May l'avait évoqué un temps. Elle voulait faire effectivement un Singapour aux portes de l'Europe, un paradis fiscal finalement. Bien sûr, c'est le danger. Évidemment. Et l'accord, ça permet de ficeler le Royaume-Uni et de l'empêcher de mener ce type de pratique. Ils ne veulent pas de l'union douanière parce qu'ils ne veulent pas aussi être tenus vis-à-vis des accords de libre-échange qu'ils pourraient éventuellement être amenés à négocier avec d'autres régions à travers le monde. Tout à fait. Ce qu'ils veulent, c'est avoir les mains libres. On a un problème dans l'Union européenne, c'est le nombre de pays en fait qui s'affranchissent de toute façon, mais en étant dans l'Europe. Vous avez des paradis fiscaux assumés, c'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de la Belgique, de Malte, du Portugal d'une certaine façon. Et tout ça est totalement accepté malgré les lettres de Pierre Moscovici lorsqu'il était... Taux d'impôt sur les sociétés en Irlande d'ailleurs, un pays Irlande également. Premier concerné par l'Irlande qui a été un des grands profiteurs en fait de ce miracle européen d'une certaine façon. Et si un pays de la taille de la Grande-Bretagne se met à faire ça, ça devient extrêmement compliqué, sachant que c'est la place financière européenne. Aujourd'hui, c'est à Londres, même s'ils n'ont pas l'euro, que vous avez les plus grandes multinationales, que vous avez encore beaucoup d'activités économiques, et c'est vraiment un des poumons économiques de toute façon de l'ensemble européen, au-delà de la construction technocratique de l'Union européenne. Donc évidemment que si la Grande-Bretagne décide de mettre les voiles et de s'éloigner davantage et de compter sur le Commonwealth, ou bien les États-Unis, ou bien la Chine, très vite, on a vu Boris Johnson aller en Chine d'ailleurs, très rapidement, pour voir comment on pouvait très vite faire des accords bilatéraux. C'est un problème pour l'Europe qui a besoin de la Grande-Bretagne, comme la Grande-Bretagne a besoin également du continent. Christopher Chantry, pour vous, cette sortie, elle présente plus d'avantages ou d'inconvénients aujourd'hui? On parle beaucoup, bien sûr, du ralentissement de l'économie britannique rentrée en récession. Boris Johnson, lui, continue de faire miroiter, effectivement, des bénéfices futurs, aussi bien des accords, d'ailleurs, qu'il pourrait être amené à négocier avec d'autres régions du globe, que de taux d'imposition dont il serait désormais libre de fixer les niveaux. Le Brexit, à mon avis, c'est vraiment un désastre. C'est la pire des choses à imaginer. Donc, pour l'économie et aussi pour les citoyens. Parce que même avec l'accord négocié aujourd'hui par Boris Johnson, ça ne change rien. C'est du moins pire. La meilleure solution, c'est rester membre de l'Union européenne. Ça, c'est clair. Vous êtes un Remainer, il faut le dire, au sein du Parti conservateur. mais je dirais, j'ai mes raisons. Vous parlez des accords commerciaux avec d'autres pays hors Union européenne. Bien entendu, là, le problème, c'est que les chiffres, si vous regardez le potentiel des marchés de ces pays-là, vous les comparez au marché européen, et il n'y a pas de comparaison. C'est-à-dire qu'on vise des rêves à l'avenir, des richesses qui tomberaient dans l'escarcelle du Royaume-Uni, alors que le volume n'est pas là. Alors il en est un qui pousse un grand ouf de soulagement pour son économie, c'est Leo Varadkar, qu'on a d'ailleurs entendu tout à l'heure, aux côtés de Donald Tusk et Michel Barnier, s'exprimer. Il faut dire qu'il est, lui, le premier concerné. Quentin Peel, un tiers des exportations nord-irlandaises vont en Irlande et près de 30 000 personnes traversent quotidiennement la frontière. Pour la République d'Irlande, c'était un enjeu essentiel. C'est lui qui est finalement le grand gagnant aujourd'hui de cet accord, s'il parvient à voir le jour, évidemment.
Oui, je crois bien. Et c'est vraiment le Premier ministre irlandais qui a poussé Johnson vers ce compromis, c'est-à-dire le compromis qu'il n'y aura pas de frontières en Irlande. Mais quand même, le plus important, je crois, pour les Irlandais, c'était la question, pas de l'économie, c'était la question de la paix. La paix en Irlande du Nord. Et vraiment, s'il y avait cette frontière dans l'île de l'Irlande, ça c'est très dangereux pour la paix. Maintenant, si on a cette frontière dans la mer irlandaise, c'est moins dangereux, mais pas pour les protestants. Et c'est pourquoi, vous voyez, les unionistes protestants sont très inquiets à ce sujet. Et c'est vraiment l'idée même de Brexit est un danger pour la paix en Irlande. L'idée même de Brexit est un danger aussi pour l'union entre l'Écosse et la Grande-Bretagne. C'est-à-dire, il y aura peut-être, avec le Brexit, la chute du Royaume-Uni. Oui. L'Écosse pourrait voter même l'année prochaine pour l'indépendance et, je crois bien, l'Irlande du Nord pourrait voter dans les années qui viennent pour une Irlande unie. Les unionistes, évidemment, rejettent cette possibilité. L'accord leur accorde ce qui s'appelle un mécanisme de consentement. 4 ans après le début du processus, l'Assemblée nord-irlandaise de Stormont décidera de prolonger ou non à la majorité simple. Ça ne suffit pas à ces unionistes du DUP, Quentin Peel? C'est difficile. Alors, une chose, c'est que cette Assemblée n'existe pas en ce moment parce qu'il y a un désaccord entre les partis, mais aussi une simple majorité que dit, je crois, cet accord, une simple majorité ne donne pas aux unionistes la possibilité de veto. Alors, c'est justement, il va falloir que les deux communautés viennent ensemble pour décider ou bien de continuer avec cet accord, avec les régulations européennes, ou bien de terminer. Et ça, c'est le problème pour les unionistes. Alors, on parlait de Leo Varadkar, Premier ministre irlandais, comme l'un des grands gagnants de cet accord. L'autre grand gagnant de cet accord, s'il vient à être appliqué, bien sûr, ce sera le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier. Il s'est exprimé tout à l'heure, d'ailleurs. Écoutez-le. Comme l'ont dit Donald Tusk et Jean-Claude Juncker, moi aussi, je regrette le Brexit. Profondément, mais nous le respectons parce que c'est un choix souverain d'une majorité de citoyens britanniques. J'ai pour le Royaume-Uni depuis toujours, c'est mon côté gaulliste ça, beaucoup d'admiration. Beaucoup d'admiration, un grand respect. Voilà, on ne sait pas si c'est fin ou si c'est réellement intériorisé pour Michel Barnier, mais toujours est-il qu'on le sent effectivement ému. Alexis Poulain, c'est le futur commissaire européen français, Michel Barnier. On en parle beaucoup, oui. Depuis bien sûr que la candidate a été retoquée la semaine dernière par le Parlement. Rien n'est moins sûr, parce qu'il y a une question de parité homme-femme au sein de la commission von der Leyen. Donc il faudrait une femme pour remplacer Sylvie Goulard, si c'était le cas. Mais naturellement, le nom de Barnier déjà circulait bien avant qu'on parle de Sylvie Goulard. Donc pourquoi pas? C'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien la mécanique bruxelloise et l'Europe en général. Est-ce que c'est le choix des... Il a réussi le tour de force, en tout cas, d'incarner une ligne dure tout au long de ces 3 années de négociation. Absolument, qui n'était pas évidente, mais de tenir tout le monde derrière cette négociation difficile. Et donc, il connaît parfaitement le dossier. Donc, il va falloir de toute façon un suivi, quelle que soit la suite des événements. L'Europe ne pourra pas simplement tourner la page et prendre le chèque, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Derrière, c'est encore un travail de négociation qui va s'ouvrir au-delà du Brexit. On n'en est qu'au début. Première étape, dans 2 jours maintenant, le Parlement britannique, les communes, se prononcent sur l'accord négocié à Bruxelles entre Boris Johnson et l'Union européenne. On aura donc largement l'occasion d'en reparler. Je remercie Christopher Chantry d'avoir été avec nous tout au long de ce débat, tout comme Quentin Peel à Londres, Alexis Poulain, ici même à mes côtés, et Caroline de Camaret qui continue de suivre minute par minute le déroulement de ce Conseil européen à Bruxelles.